Nous sommes le lundi 11 août 2025, mesdames et messieurs, deux sujets d'actualité au menu de cette émission. Soumis à deux, quid du casting et des défis et des enjeux à relever par ce gouvernement nouvellement nommé mais pas encore installé. Deuxièmement, pourquoi la poursuite des combats sur le terrain malgré l'accord de paix de Washington, malgré la déclaration de principe de Doha, malgré encore les résolutions ou la résolution 2773 des Nations Unies. Mesdames et messieurs, voilà trois invités sur ce plateau, tous des journalistes. On va donc avoir un aperçu, pas politique, politicienne, mais on a analysé cette question d'actualité de façon objective et sans parti pris. Monsieur Henri Tchimbalanga, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau dans Grande Tribune. Merci beaucoup Dan et je salue Thierry et Pascal. Je crois que nous sommes à un moment où les Congolais doivent beaucoup plus réfléchir et sérieusement. Parce que soit nous prenons une très mauvaise direction et ça nous coûtera énormément cher pour revenir. Parce qu'une nation, le monde a déjà connu des cas où des nations ont été appelées à disparaître dans la forme d'une certaine période et se retrouver dans d'autres choses. Donc les Congolais ne pensent pas que c'est une première, ce qui se passe à l'Est. Et on doit s'habituer à scruter l'histoire du monde entier. On comprendra qu'il suffit que nous ne prenions pas conscience de façon collective et nous risquons de vivre ce que les autres ont vécu. Balkanisation. Mais la Yougoslavie, l'ancienne république, là, ça n'existait plus. D'où vient même le mot balkanisation? Il y a eu des pays de Balkans qui ont été sectionnés. Vous voyez, donc on doit beaucoup réfléchir. Merci beaucoup, monsieur Henri. Surtout que Donald Trump réclame des terres de l'Ukraine actuellement. À l'Ukraine, toutes les terres occupées. Aujourd'hui, Trump veut les récupérer et les annexer à son pays, la Russie. Monsieur Thierry Mukele, qui est journaliste et spécialiste des questions sécuritaires, bonjour et merci beaucoup de prendre part à cette émission également. Merci Dan, je salue aussi Henri et Pascal, avec qui nous allons échanger sur le plateau de Grande Tribune. Je salue le patron de la chaîne et tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui vont nous suivre en direct et sur YouTube. Le petit biscuit, c'est que nous voudrions vraiment que le président de la République puisse s'entourer des personnes qui doivent l'aider. Parce que la crainte qu'a émise Henri, elle est réelle. Elle est permanente et elle devient vivante. Et nous pensons que entre Congolais, nous pouvons nous battre pour sauver. C'est que Lumumba et tous les pères de l'indépendance nous ont légué. Mais si l'histoire nous impose le schéma qui se trace maintenant, je crains, parce que beaucoup de Congolais sont loin de réaliser ce que nous sommes en train de voir et de projeter dans l'avenir. Merci beaucoup, monsieur Thierry Mukele. Enfin, monsieur Pascal Onge, journaliste spécialiste des questions politiques. Ça fait des mois qu'on n'avait pas été chez nous. Ouais. Merci beaucoup. Exact, c'est Thierry qui m'avait distrait, il m'a amené ailleurs. Il voulait que je vienne ici réfléchir comme nous avions l'habitude. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Henri. Très longtemps aussi qu'on s'est vu, cher frère. Et je pense que nous allons faire une bonne gymnastique. Vous avez suivi l'introduction de chacun, c'est sur la nécessité de voir ce pays garder son intégrité territoriale, telle que nous ont légué nos grands-parents qui se sont battus pour obtenir l'indépendance. Mais on aurait l'impression comme si nous ne prenons pas conscience. Et nos agir, question d'apprécier chacun de nous, vous vous rendrez compte que comme si on se bat plus pour soi-même que pour la collectivité et pour l'intérêt de tout le monde. Et donc, je crois qu'à travers l'émission, nous allons essayer de pousser chacun de nous à pouvoir intérioriser cette notion de la sauvegarde de la nation, que des intérêts personnels et privés que nous sommes en train de constater et nous déplorons malheureusement.
Merci beaucoup, Monsieur Pascal Onje. J'ai quand même quelques informations que j'ai prévues pour les téléspectateurs. Je ne sais pas si je vais tout lire. Je cours aussi derrière le temps. Bon, je vais quand même vous lire quelques-unes. Une semaine après la dernière rencontre, le président, l'autorité de référence de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi et les cadres de l'USN se sont retrouvés de nouveau au siège de leur plateforme politique à Gombe. Le renforcement de la cohésion nationale, la transparence au sein de l'Union sacrée était le principal objectif poursuivi par cette nouvelle réunion. Outre les membres du Présidium, quelques membres du gouvernement ainsi que des responsables des partis et groupements politiques de la majorité présidentielle ont pris part à cette rencontre. C'est publié sur le site de la présidence. RDC Walungu, reprise des combats entre AFC M23 et Wazalendo à Moulamba. Les affrontements ont repris l'avant-midi du dimanche 10 août 2025 entre les rebelles de l'AFC et les miliciens Wazalendo à Moulamba dans le territoire de Walungu au sud Kivu. Nos militaires FARDC aux côtés de nos compatriotes Wazalendo se sont retirés progressivement pour éviter le bain de sang. Certaines localités, Kanyola, Muzinzi et Tiruko et une partie de Moulamba sont actuellement occupées par ces rebelles, dit à RFI Maître Didier, on n'a pas précisé son nom, porte-parole donc du gouvernement provincial cité par Actualité CD. Suite à la publication de la biographie de son Excellence, grâce à Semi Koutino, nous avons été contactés par son équipe de communication afin d'apporter certaines corrections et précisions. En attendant de recevoir des informations exactes et validées par son équipe de communication, la version actuelle reste en ligne à titre provisoire. Des réceptions des éléments corrigés, nous procéderons en toute transparence à la mise en place de la biographie et mentionneront clairement les sources officielles tout en précisant le caractère inexact de la première publication. Ça, c'est un communiqué de l'équipe de Madame Soumina Toulouka, la presse de Madame Soumina Toulouka qui a donc donné cette précision. Prince Epenge, de retour de sa tournée européenne à l'aéroport de Njili, a fait une déclaration qui a quand même bougé les réseaux sociaux. Notre frère avait voulu que nous puissions entrer au gouvernement. Nous avons refusé. Nous avons dit non parce que nous avions dit l'urgence aujourd'hui, c'est pacifier le pays. L'urgence, c'est de libérer les territoires occupés, Nord Kivu et Sud Kivu, réconcilier les Congolais, améliorer les réformes, notamment les réformes électorales, parce que M. Félix Tshisekedi ne reste qu'avec 30 mois au pouvoir. Horrifié par les récents rapports d'enquête des Nations Unies documentant les massacres de 319 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, entre le 9 et 21 juillet, au Nord Kivu, perpétrés par les forces rwandaises dans le territoire de Rutshuru. Écrit Dr Denis Mukwege sous son compte X. Merci d'être avec nous rapidement. Monsieur Henri Chivalanga, je vous passe la parole à vous. Comment voyez-vous le casting de ce gouvernement Soumina 2 face aux défis et enjeux à relever actuellement, surtout qui sont repartis dans les 6 axes du chef de l'État? D'abord, avant d'en arriver là, vous avez donné l'information concernant le repli des FARDC justifiant que c'était pour éviter le bain de sang. Ils ont lâché. Je crois que à la limite des choses, ce motif-là ne tiendra plus debout. On a perdu sérieusement bon nombre de localités, toujours sur ce même motif-là. Et pour les récupérer maintenant, voilà que pour les récupérer, nous allons dans une voie qui en réalité, nous sommes perdants. Parce que Trump n'a pas aidé la RDC, il n'a pas aidé Félix Tshisekedi. C'est ça la triste réalité. Pourquoi alors nous amener à signer avec le même Rwanda là, que la RDC et le Rwanda se sont mis d'accord de fournir des minerais sur le marché mondial? Qu'est-ce que ça signifie? Nos minerais à nous, est-ce que pour fournir, on doit être avec le Rwanda? Pourquoi exiger le Rwanda sur la chaîne de valeur de bout en bout? C'est-à-dire le Rwanda fera la police des États-Unis pour certifier que à l'extraction là-bas, c'est ça le début de la chaîne de valeur, c'est autant de tonnes pour certifier encore au niveau du traitement, le traitement lequel sera opéré au Rwanda. Ils n'ont pas été honnêtes avec nous. Tshisekedi, à mon avis, ne serait pas parti chercher l'appui des États-Unis
pour les concilier avec Kagame. Non, il n'est pas parti chercher un intermédiaire pour le concilier la RDC, le retourner dans cette coopération bilatérale avec le Rwanda. On n'est pas obligé. Nous sommes des voisins à vie, d'accord, mais pour être en bon terme avec les voisins, vous êtes obligé d'aller manger chez le voisin. Ça ne te fait nulle part. Lui-même, Trump, je l'ai déjà dit, il compose avec quel voisin chez lui là-bas? Il chasse au contraire. Les Mexicains sont chassés, ce sont ses voisins. Le Cuba est là. Est-ce qu'il négocie, il partage avec le Cuba la richesse américaine? C'est injuste. Alors, je disais que cette histoire-là on a fait un repli stratégique pour éviter le bain de sang. Et puis après, vous allez commencer les communiqués selon lesquels nous prenons la communauté internationale à témoin, on vient de massacrer les citoyens congolais. Mais vous, c'était votre rôle d'empêcher que l'ennemi n'accède là-bas. La défense du territoire national, c'est évidemment, il s'agit de ça. Félix Tshisekedi disait, je lui donne raison, quand vous allez aux négociations, vous n'avez rien à mettre sur la table, vous allez subir. Et eux, ils continuent à prendre des villages et nous, on continue avec les mêmes justificatifs là pour que le bain de sang ne soit pas coulé. Mais après, on va revenir encore. Communauté internationale, on a tué les Congolais. Mais vous avez dit que pour que le bain de sang ne coule pas. Mais ça continue à couler. C'est-à-dire, c'est une histoire à ne pas accepter. Dan, oui. Je crois que le casting, d'abord, il faut constater la froideur. C'est la toute première fois que je constate. Parce que la nomination d'un gouvernement, c'est une décision du chef. Parce qu'au final, c'est lui qui prend la décision de nommer. Mmh. Qu'une décision aussi importante du président Tshisekedi ne soit pas applaudie même par tous ceux-là qui ne juraient que par lui. Il doit en tenir compte. Sinon, il y a cassure entre la confiance de la population en général. Même pas ceux qui sont de l'UDPS. Tout le monde. Parce que c'était en quelque sorte une raison de justifier encore l'espoir du lendemain meilleur. Parce que le motif, c'était qu'on a une crise. Il faut un gouvernement qui puisse résoudre ou sinon juguler cette crise-là. Mais curieusement, c'est tout le contraire. Même sur le plan de réduire la taille du gouvernement, ça n'a pas répondu. Donc, moi, je suis tenté de voir ça comme si le président n'a pas obtenu ce qu'il voulait avoir à partir de l'opération de consultation qui était dirigée par Eberande et quand il a lancé qu'il voudrait faire un gouvernement d'ouverture. Peut-être qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Parce qu'Eberande se retrouvait en train de ne consulter que l'Union sacrée. On apprend qu'il y a eu quand même quelques tractations avant la sortie de ce gouvernement. D'autres canaux informent que Aubin Minakou aurait été approché, Martin Faylou également, Moïse Katumbi aussi à travers ces hommes ont également été approchés, mais ils ont dit non. Est-ce que dans ce cas, devra-t-on nécessairement condamner le président, lui qui voulait un gouvernement de l'âge ouverture? Je crois qu'il y avait approche. Même Fayoul, même Katumbi, ils n'ont pas dit non. Même les Minak, ils ont dit d'accord, mais passons par un format. C'est quoi? Ils ont évité aussi une situation politique qui leur soit désagréable. Parce que quand vous venez dans cette sorte-là, comme si vous êtes venu de façon isolée derrière la maison négocier, et ça peut vous être défavorable. Donc, ils n'ont pas refusé, mais ils ont donné un préalable. Ils ont dit non, nous préférons que l'on passe par le dialogue selon le format de la CENCO et les CC. Bon, là aussi, comme les adeptes du président Tshisekedi se sont engagés à diaboliser la CENCO, ça l'a même frustré. Moi, je vois le président Tshisekedi comme par moment, il n'arrive même pas à décider du fait que ses proches le mettent aussi en difficulté, oui. En donnant aussi, en faisant valoir certains arguments, à mon avis, ou même au regard de notre histoire qui ne tiennent pas debout. Parce que comment je peux comprendre que la CENCO soit là pour venir assassiner Félix Tshisekedi? C'est un peu trop. Ou soit ces gens-là pensaient que si on y va dans ce cadre-là, nous risquons de perdre des postes au gouvernement. Parce que ça va impliquer l'entrée de
certaines personnalités et leur formation. Parce que le malheur aussi, Dan, on a plus de 1000 partis politiques. Comment aussi un chef de l'État pourra s'en sortir pour répondre il est coincé. Autant de partis qui se disent « Nous, on est là pour toi. Nous, on est là pour toi. » À la limite, il faudrait qu'on revisite même les conditions, voilà justement, les conditions d'agréer un parti politique. Un parti qui n'est même pas implanté sur les 24 communes de Kinshasa, ne serait-ce que la capitale, mais vous leur donnez un agrément. Et ils viennent aussi, nous sommes là pour vous. Maintenant, ça lui devient difficile. Ça devient difficile. Ça devient difficile par moment. Donc il faudrait que tous ces gens-là puissent prendre de la hauteur, comprendre ce qu'on a presque touché en introduction. Aujourd'hui, Gaza est en train de disparaître. Est-ce qu'on s'en rend compte? Vraiment. Merci beaucoup. L'Alaska appartenait à la Russie, mais aujourd'hui, ça appartient aux États-Unis. Koweït, ça appartenait à l'Irak, mais aujourd'hui, c'est un État indépendant. Je vais vous passer la parole, c'est ça. Merci beaucoup pour cette entrée à la matière. Monsieur Thierry Mukelekele, quelle est votre lecture à votre niveau? Bien, sous Minois 2, c'est comme je l'ai dit l'autre fois, c'est juste un moyen par lequel le président a gagné un peu de temps, et trop peu de temps, mais malheureusement, le casting n'est pas plaisant. Vous vous souviendrez de notre consoeur Paulette Kimuntu, elle avait tenté de faire un sondage vraiment impersonnel. Et sur tous les membres du gouvernement, il n'y a que la dame qui est au ministère des Affaires étrangères qui s'en était sortie. Donc, c'est un échantillon. Donc même Souminois est déçu. Ouais, selon l'échantillon que Paulette avait. Mais cet échantillon se reflète à l'image et à la déception d'aujourd'hui. Et à la présidence, il y a cette agence de cybercriminalité. Mais moi, je pense que ça devait aider le chef de l'État en ce qui concerne les données informatiques et la compilation des informations qu'on trouve dans les réseaux sociaux. Parce que le VPM a dit qu'on ne gère pas le pays dans les réseaux sociaux, certes. Mais dans les réseaux sociaux, il y a des informations sur lesquelles on peut avoir l'équaliseur. Et ça devait permettre au président de la République de... Mais pourquoi le chef, on va dire qu'il a carrément reconduit à 90%. Oui. Soumino 1. Quelle a été l'urgence pour lui de pouvoir nommer Soumino 2 pendant que presque tous sont revenus? Henri a dit, ça dit que le président pensait vouloir débaucher. C'était dans sa pensée. Mais la pratique n'a pas tenu. PPRD a dit... Niet et les autres, certains membres ont vu l'expérience des Moutamba et consorts, ont refusé carrément. Donc le président voyait Fayoulou déjà... Oui, si pas Fayoulou, peut-être casser un épingue ou quoi. Donc il fallait qu'il y ait un mouvement de débauchage. Les Lopépé, comment? Mopepe ou Lopépé? Lopépé. Bon, ne pèse pas. Simon lui a dit pas que... représentatifs. Ouais, Simon lui a dit que non. Il y a aussi Césarine Condé, la fille là. Voilà. C'est ça. Donc, ce vent-là, des gens qui ont fouillé le FCC, voulant se créer des alliés puissants au président Tshisekedi, on a checké, ça n'a pas marché. Vous avez les déçus, les Fumutoto, les Thierry Moussenepo, tous ces gens-là qui attendaient entrer au gouvernement, ça n'a pas marché. Alors, le président se retrouve dans une difficulté telle qu'il a blessé au fond son amour propre, c'est-à-dire l'UDPS, la base de l'UDPS. Et quand vous voyez même la froideur, beaucoup n'attendaient rien de nouveau. C'est-à-dire qu'on se disait que État Libango est un makamna bango. Mais quand l'UDPS est tombé dans cette froideur-là, ça a accompagné tout ce que les gens n'attendaient pas. Et
Par exemple, dans le Katanga, en tout cas l'UDPS présentement, 3 jours après, je crois que c'est 3 jours après déjà, 3 jours après la sortie du gouvernement, c'est 3 jours, hein? C'est 3 jours. 3 jours après la sortie du gouvernement, dans le Katanga, l'Union sacrée est en... Ah, c'est les fiefs de l'opposition, on va le dire. Non, moi je parle de l'Union sacrée. Mais, Monsieur Thierry Mukeleke, est-ce que le président avait-il le choix quand on voit déjà au niveau du Parlement, il n'a presque pas un peu de marge de manœuvre. L'UDPS n'a pas... l'UDPS est entouré d'autres partis politiques. Hein. Il y a la FDC, il y a l'UNC, il y a les partis de Yuluando, il y a Bemba. Est-ce qu'il avait vraiment le choix de pouvoir... Oui, le président avait le choix parce que c'est lui qui avait la manette en main. Le président pouvait casser cette glace-là qui l'empêchait d'avancer. Au risque de créer des frustrés. Oui. On se souvient de ce Il fallait que les frustrés soient ceux-là que le peuple a rejetés. Parce que, tu as bien dit, 90% de ceux-là qui sont revenus, le peuple ne les attendait pas. Ça dit qu'il devait se créer une force dans la population pour que ces gens-là n'arrivent pas à agir. Mais quand le peuple n'est plus d'accord avec vous, il y a ce qu'on appelle la désapprobation et le désaveu. Or, le peuple désapprouve. La crainte, c'est que le peuple désavoue maintenant. Merci bien, M. Thierry Mukeleke. M. Pascal Oni, comment trouvez-vous ce nouveau casting au regard des défis et enjeux? Bon, personnellement, ça ne m'a pas plu parce que moi-même, vous savez, j'ai développé ces ambitions. Vous le savez très bien. Bien avant, je disais qu'il y a deux manières, je peux ajouter aujourd'hui 3, 2 manières à pouvoir aider le chef de l'État à comprendre comment connaître l'homme. Parce que le problème, de mon point de vue, c'est souvent sur le choix des acteurs et des animateurs. Mais Thierry et Harry ont bien dit, Siminois 1 a échoué lamentablement. Mais on se poserait la question, pourquoi alors reconduire pratiquement les acteurs qui ont échoué? Vous vous rendrez compte qu'ils ne sont pas sortis, mais ils ont connu juste une petite permutation. Oui. On va insérer quelques têtes qui posent sérieusement problème. Je peux illustrer. La ministre de la Jeunesse, je ne sais pas, ça prévalue à quel niveau, depuis longtemps qu'elle a été à la tête de son ministère. On la lève de là, on l'envoie comme vice-ministre aux Affaires étrangères. Quel ministère? Il est vrai, nous devons reconnaître, Madame Wagner s'est distinguée. Mais elle peut être empêchée d'être remplacée par... la vice-ministre. Alors, est-ce que celle-là, en toute réalité, dans des concerts des nations, elle peut représenter valablement la République démocratique du Congo? Bon. Je ne vais pas m'engager dans le débat avec la fille de Coutinho, parce que c'est tout le monde qui en parle. Mais en toute réalité, les gens qui, aujourd'hui, font partie de ce gouvernement n'inspirent pas la confiance de la population. Ce qui fait qu'au début, je l'ai dit ici avant l'émission, quand vous jaugez, c'est pratiquement plus de 80% des Congolais qui sont mécontents. Mais M. Pascal, sans vous arrêter, M. Thierry parlait tantôt du CNC qui est censé aider le chef de l'État, il y a les services des renseignements, mais comment expliquer que le chef de l'État puisse faire un choix qui déçoit même au sein de son propre parti politique? Comment on peut l'expliquer? Non, au sein de son propre parti politique, quand vous regardez bien, vous vous rendrez compte que l'UDPS n'a pas proposé les gens. Ça, c'est ma propre lecture. Je ne vois pas, parmi les entrées, n'est-ce pas, un nom de l'UDPS qu'on peut supposer être proposé par le secrétaire général de l'UDPS, par exemple. Je n'ai pas vu. Je sais qu'il y a des choses qui ne seront pas les dire à haute voix, mais question d'observer, on va se rendre compte que l'UDPS n'a pas joué un rôle dans la composition de ce gouvernement. Et alors que le président de la République, provenant de son grand parti politique, connaissant les acteurs, connaissant en même temps la réaction de ces cadres, comme a dit Thierry, mais je pense que la priorité aurait été d'appeler d'abord le secrétaire général du parti, UDPS, parce que les autres sont des alliés circonstanciels qui sont venus aujourd'hui parce que Tshisekedi a le pouvoir. Hier, Tshisekedi était contre
les acteurs aujourd'hui qui sont membres du gouvernement, qui étaient dans le gouvernement à son temps avec Joseph Kabila. Et c'est contre eux que Tshisekedi s'est battu. Mais je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'il compose avec des gens contre qui lui s'est battu hier. Il considérait qu'il ne travaillait pas bien, il ne faisait pas bien le travail. Pourquoi faire ça? Mais c'est juste là le problème, l'inquiétude, mon souci, mon regret, c'est à son niveau. Il aurait dû d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de ministres qu'il a trouvés qui continuent à reconduire. Vous prenez les Jean-Lucien Boussa, vous prenez les Julien Paloukou, ils sont nombreux. Mais la simple question qu'on se poserait, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait qui soit accepté par la population pour que même si le régime a changé, qu'on les reconduise parce qu'ils ont bien fait et la population a accepté. Le défi du Congo est et donc, très grand. moi, je pense que c'est déjà mal parti. Mal parti. Oui. Henri a abordé la question de... Je pense que vous l'avez aligné. La question de Est, la réaction de M23 et ainsi de suite. À ce jour, vous allez vous rendre compte que Doha est bloqué. Oui, mais là, on va y revenir au deuxième sujet. Ah oui, mais oui. D'accord, oui. Laissez-moi me 2 minutes. Doha est bloqué. Et je vois des réactions de prise des armes juste quelques heures après la sortie du gouvernement aussi. Il peut y avoir un lien. De mon point de vue, c'est fort possible. Parce qu'on peut profiter toujours de ça. été comme ça. Lorsqu'on constate qu'il y a un mécontentement général, c'est une occasion de pousser, parce que là, on peut leur laisser même les portes. Pas longtemps. Là, nous allons très loin. Mais ici, à Maluku, avec les Mobondo, la nuit du samedi au dimanche, il y a eu affrontement avec les FARDC. À Mbankana. C'est vrai qu'on a neutralisé, je crois, 3 Mobondo. On a confisqué, on a retiré, on a récupéré quelques armes calibre 12. Mais c'est pas loin, c'est à Kinshasa. C'est vraiment à Kinshasa, la voyez-vous. capitale. Alors maintenant, lorsqu'on facilite son mécontentement, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Le chef ne peut pas revenir en arrière. Vous prenez le cas du ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. Pascal, j'ai su démontrer depuis tout ce temps qu'il était incompétent. Il a été incompétent. Il n'a pas été à mesure de faire le travail. Je ne vais pas loin, ici à Kinshasa. On l'a permuté. Mais comment vous pouvez, quelqu'un comme ça, vous le faites partir des infrastructures, mais il bénéficie encore d'un autre portefeuille clé, urbanisme et habitat. Bon, moi, je ne comprends pas. Voyez-vous? Donc vous pouvez faire cette gymnastique, vous allez vous rendre compte, beaucoup de ministres comme ça, qui ont connu des déplacements, mais en réalité, là où ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils méritent maintenant des remerciements de cette manière? Peut-être le chef, le chef voulait gagner le temps. Moi, parce que le confrère a évoqué le cas de Thierry Moussenepo, Fumutoto. Mais s'il ne sait pas le prendre parce que peut-être il proviendrait de l'autre école, mais nous autres alors comment expliquer, par exemple, Dan? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Vous me connaissez, oui. Henri me connaît, Thierry... nous nous connaissons. Mais on s'est battus depuis tous ces temps. Oui. Nous nous sommes battus ensemble avec le président de la République. Je pas les connaissances. On ne peut pas s'interroger à nous autres là, niveau d'études, connaissances et tout ça. Alors nous comparer avec ces filles qu'on nomme là. Non, il y a quelque part, franchement, ça a choqué tout le monde. Question d'observer la réaction, vous vous rendrez compte que pourquoi on est choqué? Parce qu'on veut que ça réussisse. Exactement. Et quand ça ne marche pas bien, nous réagissons. Ce n'est pas contre le président de la République, mais contre les actes, pour que demain les actes soient pour l'intérêt de tout le monde, afin que demain, après-demain, on dise encore, non, lui, quand il était là, il avait bien posé les actes. C'est comme je dis, où nous disons de temps en temps, aujourd'hui, Joseph Kabila, il n'a plus le pouvoir, il est parti. Moi, je vois que souvent, il y a la clé de Fès. Oui. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Oui. Mais souvent, nous regrettons ces actes. Oui, ces actes. Nous regrettons ces actes. Mais si hier, il avait bouché les oreilles pour ne pas suivre les Kikaya, pour ne pas suivre les Bouchab et les autres, oui. Je pense qu'il servirait la nation autrement. Aujourd'hui, il serait en train d'être insensé. Exactement. Mettons toujours en tête qu'aujourd'hui, lorsque nous avons des responsabilités, pas forcément que nous les aurons demain. Et lorsque nous avons des responsabilités, nous devons bien servir la nation. Et pour cela, il faut être bien accompagné. Et être accompagné signifie faire un bon choix des meilleurs d'entre nous. Merci beaucoup, M. Pascal Ondje. On a même suivi Prince Epenge dire il ne reste que 30 mois au président Félix Tshisekedi. Nous n'accepterons même pas une minute de plus. Il doit organiser les élections dans le temps.
et dans le délai, parce que nous voulons retrouver d'abord la paix et reconstruire notre pays. Monsieur Henri Tshimbalanga, on va prendre le deuxième sujet, la deuxième thématique sur la partie est de la RDC. Il y a eu résolution des Nations Unies qui a été saluée des deux mains par tous les Congolais et même ceux qui soutiennent la RDC. Il y a eu Doha qui a été encouragé, il y a eu Washington. Beaucoup même ont commencé à dire que le chef de l'État mériterait le prix Nobel de la paix ou encore qu'il soit parmi les héros nationaux. Mais sous les terrains, on ne voit pas des résultats. Comment ça s'explique? Il y a avancée diplomatique, mais sous les terrains... Thérèse Kaikwamba, un mois après que même les sanctions ont été prononcées, après même le vote de la résolution 2773, Oui. elle constate et elle le dit que depuis les sanctions, depuis même la résolution, sur terrain, rien ne change. Ça disait déjà tout. C'était en quelque sorte, elle dénonçait l'hypocrisie de cette communauté internationale qui, en réalité, a du mal à se débarrasser de leurs pions qu'ils ont fabriqués, Paul Kagame. Parce que personne n'ignore ici que cette histoire-là commence avec la création de l'AFDEL pour chasser Mobutu. Et ce sont les États-Unis qui aujourd'hui sont revenus. S'ils arrivaient à mettre fin à cette insécurité-là, les États-Unis n'ont rien à nous demander en termes de prix Nobel et consorts. Mais parce que c'est une dette morale. Tous les Congolais qui sont morts, les 10 millions là, on ne doit pas seulement condamner Kagame. Kagame, qu'est-ce qu'il pouvait faire avec le coltan? Il en fait quoi? Mais ce sont les industries, les multinationales américaines. Mais la médiation américaine a été perçue comme étant un gage du respect des accords signés par le Rwanda, le retrait des troupes rwandaises. On a parlé d'un accord historique qui n'a jamais été signé par le Congo auparavant. C'est faux et Comment ça archi-faux, s'explique? Dan. C'est plutôt la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a parlé sur le retrait des troupes du Rwanda. Mais avec Trump à Washington, nulle part on a parlé du retrait immédiat. Eux, ils voient d'abord leurs intérêts. Trump est clair, il est dans la logique de « dites-moi, j'ai besoin de vos minéraux ». Trump, nulle part, il est écrit cette histoire-là. Au contraire, même quand ils sont revenus à Washington dernièrement, c'est pour asseoir encore cette obligation-là de collaborer avec le Rwanda. Dan, si auparavant, pendant toute cette guerre, c'était une quantité du fait de l'exploitation artisanale, c'est-à-dire les creuseurs à main nue avec des bêches. Mais maintenant, au regard de cet accord, dont Trump s'est porté facilitateur entre le Rwanda et la RDC. Je rappelle ici qu'à moins que quelqu'un vienne me convaincre autrement, que Tshisekedi était parti pour demander que Trump vienne nous réconcilier avec Kagame. Non. Mais ce sont eux, passant par Doha. N'oubliez pas que c'est Doha qui a joué la carte en faveur de Kagame. Parce que, avant d'arriver à l'étape des États-Unis, Doha est entre les deux du fait que le président Tshisekedi avait proposé à Kagame un deal qui, pour autant, quand vous allez dans le fond, l'idée n'était pas mauvaise. Est-ce que le président avait le choix? Le président Tshisekedi avait-il le choix entre signer avec Kagame à Washington ou une autre possibilité? Non, mais écoutez, d'abord, pourquoi il est arrivé là-bas? Si vous faites la lecture des faits, vous allez constater qu'il croyait en la capacité des FARDC parce que les moyens étaient mis en jeu, oui. Plus d'1 milliard de dollars. C'est ainsi que quand eux, à leur tour, lui disent que voilà, Goma ne va pas tomber, mais Félix Tshisekedi a pris le courage de déclarer dans les médias, je peux vous dire que jamais, jamais Goma ne va pas tomber. Mais quand Goma tombe, il comprend que je ne peux pas compter sur ça. Les FARDC. D'où, c'est comme ça qu'il est allé là-bas. Pas pour signer avec Kagame. C'est là que moi, je dénonce... Il n'est pas condamné. Non, je dénonce que ce sont les États-Unis qui ont mal joué. Ils n'ont pas été sincères. Quand quelqu'un vient vers vous pour que vous maîtrisiez pour lui son ennemi qui le tue, mais vous venez maintenant vous m'imposer de signer encore. On doit gérer conjointement ceci, cela. Ok, si on peut accepter les richesses qui sont transfrontalières là-bas, mais pas tous nos minéraux.
Sinon, maintenant, Trump qui se bombe la torse qu'il a gagné les droits miniers sur les droits congolais, maintenant, il nous a rendu quel service? La guerre continue. Museveni nous occupe. Est-ce que ce n'est pas trop tôt d'évaluer cet accord? Non, pas trop tôt, mais sinon, il sera difficile de récupérer quand on aura perdu le terrain. Le même Trump, là, pourquoi il ne joue pas avec les Palestiniens? Il dit que je donne tous les moyens à Netanyahou pour faire le job. Quel job? Chasser les Palestiniens de leur territoire. Mais qui ont donné à Kagame le logiciel qui déchiffre même les messages de WhatsApp? C'était pour quel? C'est Mossad. Pour déchiffrer, avoir la maîtrise sur la communication de tous les dirigeants congolais. Alors, moi je pense que cette histoire-là, oui. Tu sais qu'il dit, il est allé, mais ces gens-là n'ont pas été honnêtes. Doha, ça ne marche plus, Pascal l'a dit, et c'est vrai. C'est bloqué. C'est pourquoi ces gens-là ne sont plus allés à Doha et ils reprennent la guerre. Et quand ils reprennent la guerre, quelle est la réaction exacte ou concrète des États-Unis qui nous ont pris par ce deal-là? Il y a un mécanisme de suivi de l'application de cet accord. Dans ce mécanisme, il y a les États-Unis, Qatar, il y a aussi l'Union africaine. Mais dès lors que déjà une partie ne respecte pas, ils ont repris les hostilités, pourquoi seulement nous, la RDC, souvenez-vous? C'est à nous d'obéir au cessez-le-feu. Les mêmes États-Unis, là, lorsque à l'approche des élections chez Kagame, ils nous ont imposé un cessez-le-feu, lesquels nous, on a obéi, et on avait perdu 13 villages pendant les cessez-le-feu. Mais ils n'ont pas condamné Kagame pour avoir violé les cessez-le-feu. Donc il n'y a pas sincérité dans ça, il y a un déséquilibre total. Ils sont encore hypocrites jusqu'à ce niveau-là vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, M. Henri Tshimbalanga. Le nouveau rapport de l'ONU indique que 319 personnes ont été tuées, 48 femmes, 19 enfants. Dr Mukwege dit qu'il est horrifié par ce récent rapport d'enquête des Nations Unies qui a été donc sourcé des premières mains. Donc ils ont eu des enquêteurs sur place. Monsieur Thierry Mukelekele, à votre avis, est-ce qu'on devra nécessairement condamner l'hypocrisie américaine dans ce contexte-ci de non-application de l'accord de Washington, comme Monsieur Henry fait? Bon, je ne sais pas. Beaucoup d'entre nous, ou surtout ceux de l'Ouest, et peut-être une bonne partie orientale, n'ont jamais vécu avec les Américains ou n'ont jamais eu de souvenirs avec les Américains comme nous au Katanga. Nous avons l'expérience avec Tenke Fungurume Mining. C'était les Américains. Ils nous ont laissé des trous. Dieu merci parce que nos terres, et nos sols et sous-sols sont si riches que malgré tous les trous qu'ils ont laissés, nous avons encore de la richesse et qu'ils ont légué aux Chinois. Ce sont les Chinois qui continuent à faire des trous chez nous. Donc, ils se sont battus avec Joseph Kabila pour que le Parlement qui a fait passer le code minier, et ce code minier contraignait maintenant tout expatrié sur les sols congolais. Alors eux, ils ne voulaient pas que ce code minier soit promulgué. Ils ont même les Américains ne voulaient pas que les Américains ne voulaient pas. C'est pas aujourd'hui avec Tshisekedi. Et moi, je ne comprends pas. Pascal s'est plaint du casting au niveau des affaires étrangères. Il faudrait que ces gens-là connaissent l'histoire pour que quand vous allez là-bas, vous sachiez comment défendre le pays. Mais quand vous allez là-bas comme ça, là, vous ne connaissez pas, vous allez tomber toujours dans des histoires. Les Américains, 7 jets des patrons du monde, les patrons qui dirigent le monde, sont venus ici à Kinshasa. Kabila est allé à Goma. Ils l'ont rejoint à Goma. Kabila est allé à Lubumbashi, à Kashamata. Ils l'ont rejoint. Décidément, il était obligé de les accueillir. Il a discuté, il leur a dit « Moi, je ne suis pas le chef du Parlement. Comme le dossier est déjà passé au Parlement, moi, je n'ai qu'à promulguer. » Ils ont négocié pour que Kabila bloque la promulgation. Mais au Congo, c'est plus les Chinois qui investissent dans les mines au Congo. Ils sont partout. C'est aujourd'hui que vous voyez les Chinois. Moi, je vous parle des Américains. À Tenke Fungurume, mais les Chinois n'ont pas 10 ans, n'ont pas 12 ans.
Ils ont racheté. Ils ont racheté aux Américains. Quand les Américains ont compris que tout n'ira plus au Congo et que la guerre va éclater, ils ont lâché. Ils ne pensaient pas que Kabila céderait son fauteuil. Ils ne pensaient pas qu'il y aurait passation de pouvoir. Ils pensaient qu'après, maintenant, c'est le déluge. Après 2016, tout devait être envoyé en éclat. Voilà la notion de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Ce n'était pas par rapport à 2011, c'était par rapport à l'après. Kabila qui pouvait se maintenir, qui pouvait s'imposer. Il devait y avoir une guerre et tout. On a suivi chez Okitundu, on a suivi Lutundula qui disait que on a maintenant un gage. Les Américains se sont engagés à aider les Congolais à sortir. Mais ces gens-là savent. Ces gens-là ne peuvent pas détruire le président de la République en ne lui disant pas la vérité. Mais ils l'ont dit, ils ont été reçus dans un média de la place. Oui. S'il vous plaît, ces gens-là sont des félins. Et ce sont des fins stratèges, à la recherche, à la quête seulement de l'emploi. Une fois repositionnés, ils vont mettre tout dans les tiroirs. Ce sont eux qui ont fait passer ce code minier au Parlement. Ce sont eux qui tenaient la majorité de Joseph Kabila. Ce sont ces gens-là. Kabila n'a pas imposé à ces gens-là que ce code minier puisse passer et que la référence soit de 55-45. C'est ce qui a énervé les Américains. Non, expliquez-nous un peu. 55-45, ça veut dire quoi? Ça dit que le Congo devait garder 55% et les autres devaient avoir 45%. Autrefois, c'était 20 contre 80. Nous n'avions que 20 et ces gens-là prenaient 80% sur tout ce qu'ils faisaient. Et ces Américains-là atteignent que Fungurume. Leur ciment venait par cargo venant des États-Unis. Leur manger, leur eau, leurs chiens, tout ça venait des États-Unis. Ils n'entraient pas dans nos boutiques quincailleries acheter un clou ou quoi. C'était un État dans un État. Après qu'ils aient tout fait, ils sont repartis. C'est ce qu'ils veulent faire à l'Est. Mais si cela est vrai, mais comment on a laissé le Congo aller à Washington, signer cet accord? C'est pourquoi je dis que ceux-là qui sont censés nous défendre ne connaissent pas l'histoire. Ils doivent se ressourcer sur l'histoire d'Hiroshima et Nagasaki. Les mêmes Américains nous ont laissé des trous à Kambove, chez le chef Shinkolobwe. Quand vous entendez parler Shinkolobwe, c'est le village d'un chef sur qui il y a eu, il y a eu l'uranium qui a donné la victoire aux Américains sur Hiroshima et Nagasaki. Et puis, ils n'ont jamais laissé même un WC public. Oh non, c'est fort. Mais je vous dis, les Américains n'ont même pas laissé un WC public. Par contre, ils nous ont imposé et ils ont placé un satellite de contrôle. Personne n'accède. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas accéder sur nos propres sols. Or, je chute par là, cet espace-là, quand vous quittez Shinkolobwe, vous commencez à aller vers Kanfundwa, Kassibisi, Milingi, Milenge. Ce sol-là a un degré uranifère. On a finalement interdit aux Congolais d'accéder à prendre cette terre-là. Parce que dans le boom minier, à un moment donné, vous avez suivi au Katanga, il y avait un boom minier. Oui. C'était par rapport à ces terres-là que Mouzé et plus tard Joseph Kabila ont autorisé aux Congolais de vendre. Mais après, on est venu avec des lois compliquées pour retirer la culture artisanale et tout et tout. C'est ce qui nous coûte cher aujourd'hui. Monsieur Pascal Owondje, je vous passe la parole. Quel est votre... pourquoi les combats continuent malgré Washington, 2773 ou encore Doha? Non, je vais d'abord commencer par des considérations. Je pense que, d'abord, notre pays est attaqué par le Rwanda depuis longtemps. Oui. Henri a glissé quelque chose. Lorsqu'il parle de Paul Kagame, il dit c'est le schéma que les Américains ont choisi à son temps pour chasser Mobutu.
Et là, nous sommes dans le volet sécuritaire. Mais à partir du moment où tous nous savions qu'il y avait des accords signés entre le Rwanda et l'Union européenne. Mais au niveau international, si vous n'essayez pas d'avoir de bonnes relations ou trouver des accords avec les États-Unis, vous êtes mal parti. De mon point de vue, aller à Washington, aller vers les États-Unis, réfléchir sur comment avoir des contrats sur le plan militaire et le reste, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que le contraire, on serait alors totalement isolé, comme nous l'avons été depuis un moment. Et la conséquence, les gens savent le dire, un petit pays comme le Rwanda, mais marche sur le Grand Congo. Ce n'est pas le Rwanda qui est fort, mais il est soutenu. Par qui? Militairement, par des formations militaires. Pas longtemps, on parle d'Oa, je vais aborder. Mais il y a 2 jours. Ils ont formé pendant 6 semaines. Voyez-vous, sont des aspects que nous devons prendre tout ça en compte. L'accord signé le 26 août 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda, j'ai parcouru l'accord, je pense que jusqu'à-là on n'a pas encore parlé véritablement des contrats sur les minerais. Le président de la République, il est attendu à Washington le 21 de ce mois. Mais seulement, il était au départ pensé que les 17 du mois, il y aurait un accord qui sera signé à Doha entre la RDC, le gouvernement de la République démocratique du Congo, et le M23, qui permettrait que, au déplacement du chef de l'État à Washington, qu'on parachève le processus et finalement qu'on arrive à signer d'autres accords, entre autres les accords sur les minerais. Et déjà, on devait se retrouver à le 8, selon le calendrier prévu par... Justement, parce que le délai de discussion était prévu pour 10 jours pour avoir l'accord. Mais maintenant, le 8, la date convenue, le M23 a fait un communiqué à travers Bertrand Bisimwa, comme pour dire que nous n'avons pas reçu l'invitation. On n'a pas été invité. On se poserait la question, je suis encore avec Henri, mais pourquoi Doha n'a pas envoyé l'invitation au M23? Est-ce que ce n'est pas une façon de retarder les choses? En même temps, sur terrain, il accompagne le M23 pour nous déstabiliser, qu'il gagne encore des espaces, et puis plus tard, on peut voir comment on peut revenir à Doha. Tout est possible. Mais au moins, quand nous prenons l'accord du 27 juin, juin plutôt. Le retrait, le concept de retrait est là, mais il n'a pas été employé de façon claire. Parce que lorsqu'on parle du respect de l'intégrité territoriale, voudrait dire on ne peut pas avoir alors d'autres militaires sur le terrain. Parce que s'il y a d'autres militaires sur le sol congolais, ça veut dire qu'ils sont dans l'occupation. Parce qu'ils ne sont pas venus par la volonté de l'État en question. Mais déjà, quand on parle du M23, dans le vocable du gouvernement, il s'agit de l'armée rwandaise sous couvert de l'AFC. Mais c'est clair. Déjà, quand on tient compte de l'accord de Washington, il devrait se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les localités. L'accord de Washington est venu d'ailleurs après. On a parlé ici de la résolution 2773. Oui. La résolution était claire. C'est le retrait des militaires rwandais du sol congolais. Bien sûr. Mais posez-vous la question, depuis qu'on a signé ou on avait voté cette résolution jusqu'à ce jour, ça a pris combien de mois? Mais les militaires rwandais sont toujours là. Toujours sur place. C'est vrai que moi je le dis, que l'ONU n'est plus dans sa mission originale, qui consistait à réguler le fonctionnement des États quand on sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'ONU est devenue très impuissante, devenue plutôt l'instrument des puissants pour l'exploitation du monde. L'ONU est devenue l'instrument des puissants sur la domination du monde. Parce qu'elle est aujourd'hui incapable de réguler les États. Mais en cas de conflit, ce n'est pas l'ONU. Pourquoi vous avez fait venir ici la MONUSCO ici depuis quand? Plus de 20 ans. Avons-nous la solution? Pas du tout. On a voté la résolution, qu'elle soit contraignante ou non. Notre résolution a été contraignante. Bien sûr. Mais où en sommes-nous jusque-là? Le Rwanda est toujours là sur le sol congolais. Et donc, nous devons sortir d'abord de cette manière de voir les choses, considérer l'ONU comme c'est une solution. Sortons de là. Les États-Unis,
il faut maintenant négocier stratégiquement parce que ne pas le faire aussi, c'est détruire davantage parce que je ne vois pas avec quel État où on trouverait de bonnes relations, où on ferait face aux États-Unis et à l'Union européenne à partir du moment où le Rwanda a des relations avec les États-Unis et l'Union européenne. Mais maintenant, nous voulons que Doha, parce que considéré comme facilitateur, facilite la tâche à la République démocratique du Congo. Merci bien. La tâche voudrait dire au M23, parce qu'il a été convenu de cesser les hostilités pendant que nous envisageons les discussions, vous ne pouvez pas attaquer les positions des autres. Nous avons suivi les FARDC faire une déclaration, mais maintenant, le M23 ne respecte pas, attaque les positions des FARDC. On aurait bien voulu entendre maintenant une position claire de Doha interdisant ou interpellant le M23. Mais le constat aujourd'hui, c'est que jusqu'ici, aucune réaction maintenant de Doha, c'est qui nous pousse, en tout cas, à avoir un peu de réserve dans l'espoir qu'on peut avoir si réellement demain ou après-demain, on rentrait encore discuter avec le M23 au Qatar. D'accord. Dernier tour de table pour finir. On a vu Doha, les militaires qataris au Rwanda former les RDF. Est-ce que cet élément peut pousser à penser qu'ils ne sont pas crédibles dans la médiation avec le M23? Dan, heureusement que Pascal, Thierry, bon, ils ont avancé certains éléments. Ça fait du bien, comme ça on évolue dans d'autres termes. Il faut comprendre comment les États-Unis fonctionnent. Ce que fait le Qatar là, c'est pas étranger aux États-Unis. Mobutu, quand il fut attaqué, la guerre du Chaba, il fait appel aux Marocains. Le Maroc lui dit, ok, nous t'envoyons 1500 soldats qui viendront intervenir à Kolwezi. La facture, 70 millions de dollars. Mobutu en parle aux Américains, ils disent, ok, vous les prenez. Mais maintenant, les États-Unis enjoignent à l'Arabie Saoudite pour payer cette facture-là. Vous comprenez? Mobutu envoie des soldats en formation en Israël. Mais ce sont les États-Unis qui payent la facture. Donc, ce qui se fait, les formateurs qataris qui vont aller former des militaires rwandais au Rwanda, pendant que nous sommes en conflit avec le Rwanda, eh bien, ce n'est pas étrange, c'est pas étranger à l'Amérique. Ils sont au courant. C'est pourquoi j'ai dit ici, je dénonce l'hypocrisie des États-Unis. Sinon, comment Félix Tshisekedi, est-ce qu'il avait besoin d'aller les chercher pour venir les réconcilier avec Kagame? Mais je dis non. Mais ce sont eux. Souvenez-vous, ce document-là qui a été signé le 27 juin, quand on parle de CONOP, ça a été conçu, c'est à Kigali. Quand les experts militaires de Kinshasa sont allés à Kigali, travailler ensemble avec ceux-là, ils ont conçu ce document-là. Arrivé à Luanda, le jour où les deux parties devraient signer, Tshisekedi dira à Kaikwamba de ne plus signer. Parce qu'il y avait un incident, on l'a déjà évoqué ici. Le ministre des Affaires étrangères rwandais qui s'était moqué de Souminwa, au motif que nous, on n'a pas pris l'engagement de retirer nos troupes du sol congolais. Et c'est cet incident-là, diplomatique, qui a fait que le président Tshisekedi, finalement, ordonne à Kaikwamba de ne pas signer. Et comment ces documents-là se retrouvent aux États-Unis? C'est Doha qui prend ça, qui amène aux États-Unis et qui leur dit voilà ce qu'ils doivent signer. Parce que Doha a des intérêts, plus d'intérêts économiques au Rwanda qu'en RDC. Donc, M. Henri Chibalanga, si je vous comprends bien, Washington et Doha, ensemble, sont en train de viser d'abord leurs propres intérêts, qui est paix ou pas au Congo, ce n'est pas leur affaire. Ce qui les intéresse, c'est d'abord leur affaire. Dan, personne n'a pitié des morts congolais. Trump n'en parle même pas. Il ne parle même pas du volet justice pour ceux qui ont commis tout ça là. Lui, c'est d'abord, vous allez là-bas, vous travaillez, chaîne de valeur, la matière qui s'en sort, point barre, parce qu'il considère qu'il est en bataille de domination sur le continent avec la Chine. Ce que Thierry dit ici,
Non, moi, on a connu ça, Tenke Funguru, mais depuis l'ancien temps, nous grandissons, on savait que c'est pour les Américains. Déjà, ce sont eux qui ont vendu ces terres-là aux Chinois. Mais déjà, en lisant l'accord de paix de Washington, le volet économique n'est pas aussi important, n'est pas aussi détaillé. C'est un accord qui est censé venir après la mise en œuvre de l'accord de paix. Mais c'est là on est en train de nous flouer dans, nous ne sommes pas des petits-enfants. Mais alors, pourquoi Trump chante déjà, il parle des droits miniers qu'il a déjà pris? Il a pris ça où? C'est comme ça qu'un jour, on apprendra qu'il y a déjà des documents signés. Et ça a toujours été ainsi. On fait certaines choses en secret qu'on ne publie pas et que plus tard, on apprendra. Ils ne peuvent pas se mettre en mouvement sans pour autant déjà avoir arraché. Mais Doha, qu'est-ce qu'il est venu faire entre Kagame et Félix Tshisekedi? C'est au départ ce que Félix Tshisekedi avait proposé au Rwanda. Bon, vous faites une raffinerie, vous raffinerez l'or qui sera produit par Sakima. Et puis on va vendre. Et c'est Kagame qui a trouvé le preneur qui est le Doha, le Qatar. Maintenant qu'il y a apparemment blocage, quel peut être l'issue? Ça voudrait dire que le malheur serait si, dans l'entretemps, Kinshasa n'arrive pas à réorganiser nos forces armées. Parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit le token de fight. Donc, on se bat en négociant. Si on arrête de se battre, nous allons encore continuer à subir l'avancée de la rébellion. Comme ça commence là. Et nous reprenons les mêmes pratiques de repli stratégique. Mais depuis qu'on s'était replié, qu'est-ce qu'avons-nous récupéré en termes de terres perdues au regard de repli stratégique? Et si on continue avec ça, on va continuer jusqu'à Kalimi, repli stratégique. Vous suggérez quoi au président Tshisekedi? Mais qu'ils se battent. Écoutez, toutes les nations se sont améliorées pendant la guerre. L'Ukraine aujourd'hui a mis en mal l'URSS parce que finalement l'Ukraine a supprimé l'URSS en utilisant les robots. Proposent le dialogue en interne. Non, écoutez, ça, en réalité, Dan, oui. mais la bombe atomique fut inventée quand? C'est pendant la guerre mondiale. C'est pendant la guerre qu'on devient inventif pour se faire valoir. L'Ukraine est là comme un exemple. D'ailleurs, l'Ukraine, ils ont dit à Trump que ce que vous allez discuter avec Poutine là-bas, sans nous, c'est rien. Nous, on ne cède pas des terres. Eux, ils vont aller là-bas pour partager. Ils disent, bon, Poutine, sur ce que tu as déjà occupé, tu remets autant de territoire et tu restes aussi avec autant. C'est la discussion. Sans la présence de Zelensky. Fakoli avait chanté, je chute par là. Oui. Laisse-moi l'Afghanistan, je te laisse l'Ouzbékistan. C'est ça, ils vont aller discuter comme ça. Je te laisse ça, toi aussi tu prends ça. Merci beaucoup, monsieur Henri Tshimbalanga. Malheureusement, en tout cas. Monsieur Thierry Mukelekele, la même question revient sur la crédibilité de Doha dans ces pourparlers. Doha est-il vraiment crédible aux yeux de... Peut-il vraiment être crédible pour les Congolais? Bon, Doha, je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai pas été dans cette logique-là. Parce que ce qui se passe à Doha, le président pouvait le faire ici. Comment? Par rapport à ce que lui donne la Constitution comme droit. Quand vous écoutez à Doha, les revendications du M23 reviennent dans les compétences constitutionnelles du président de la République. Libérer les prisonniers. Éviter qu'on puisse traiter des gens des Rwandais, donc xénophobie. Quand vous entrez dans la Constitution, tout est écrit noir sur blanc. Et seul le président de la République a la compétence de protéger cette couche de population qui a pris des armes pour une autodéfense par rapport à leur identité qu'on leur refuse. Il y a aussi le côté économique. Les minerais du Congo traversent la frontière. Ça a toujours traversé, parce que le code minier voulait organiser justement ça. Mais les Blancs et tous ces mondes-là, ils nous ont retournés dans les guéguerres pour que ces minéraux sortent comme ça. Le Congo est un cadre de blanchiment d'argent. Pendant que Kabila a créé la crise avec la maison Schengen, nous avons eu un ouf de soulagement. Regardez la courbe des ventes pendant cette période-là.
Aujourd'hui, la courbe semble monter, mais pour quel bénéfice, pour quel intérêt? Quelle est la traçabilité de tout ce qu'on nous présente comme performance? Il n'y a pas de traçabilité. Nous sommes dans un mouvement de blanchiment d'argent. Aujourd'hui, sur terrain, quand vous voyez ce qui se passe justement dans le monde économique, l'inflation créée, vous avez des planches à billets, même dans l'espace de Kinshasa, plus rien n'est contrôlé. Il y a des masses d'argent qui se déplacent d'une province à une autre. Il y a des devises qui se déplacent d'une province à une autre. Et tout ça, la mafia devient organisée. Voyez-vous? Une partie de l'opposition, de la société civile, pense que le dialogue en interne ou inclusif, comme on l'appelle, pourrait être la solution. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible. Nous avions eu OUA 1 et OUA 2. Et on a eu des résolutions. Je crois OUA 2 a sorti plus de 600 résolutions. Sur ces 600 résolutions, on n'avait même pas atteint 100 ou 150. Donc si on se réfère sur ces résolutions, ce sont des problèmes que nous connaissons dans le pays. Donc le dialogue ne pourrait pas prendre un format élastique parce qu'il y a des résolutions que les mêmes acteurs aujourd'hui qui revendiquent le dialogue, sur quoi ça peut apaiser la tension? Ça peut apaiser la tension? Ça va baisser la tension. Mobutu l'a fait, je l'ai dit, Mouzé l'a fait. Il y a beaucoup de dialogue, il y a toujours... Permettez. C'est comme un cycle. À un moment donné, on n'a plus dialogué, on a commencé à avancer en politique. Il faut reconnaître. Les 10 dernières années de Joseph Kabila, il n'y avait plus de dialogue jusqu'aux élections. Je ne vois pas où il y a eu... il y a des concertations nationales. Disons, les 2 dernières années, je voulais dire. Oui. Les 2 dernières années. Hein, après Saint-Sylvestre, le dialogue de Saint-Sylvestre en 2017. De 2017 jusqu'aux élections de 2018. De 2018, il n'y a plus de dialogue. Il y a eu un gouvernement de Ntita, après Bruno Tshibala, et puis nous sommes allés aux élections. Donc le dialogue demeure la voie royale pour que le président... Est-ce que pas les élections, le Rwanda peut se retirer? Les élections, le Rwanda s'est retiré. Les dialogues en interne, mais le Rwanda accepte de quitter le territoire. Non, parce que si les Congolais, nous nous mettons d'accord, nous résolvons la question identitaire, comme à un moment c'était résolu, je ne vois pas comment le Rwanda va rester. N'oubliez pas que pendant un moment, le Rwanda n'était plus au Congo. Le Rwanda est venu. Et aujourd'hui, le Rwanda, pour parachever avec ce que Pascal a dit, aujourd'hui, le Rwanda dit que je quitterai le Congo. D'ailleurs, Madame Kaikwamba l'a répété, je quitterai le Congo dès lors que j'aurai des mesures, des garanties. Donc, je suis à la défensive au Congo. Et Madame l'a bien dit, nous devons sensibiliser les qui là? Les FDLR. Mais c'est parti pour tout le temps. C'est parti pour tout le temps. Pour un départ volontaire. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur Pascal Ongé, qu'en est-il de Doha, de Washington? On a l'impression qu'on ne peut plus faire confiance à tous ces États qui apparemment étaient engagés à la pacifier, à nous aider à pacifier l'Est de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce qu'il n'y a pas de voie d'imposition. Doha n'a pas une voie d'imposition. Au cas où une partie déclinait l'offre, qu'est-ce que Doha fait? Il y a un mécanisme de contrôle et de suivi de l'application de Non, là c'est à Washington. Là, c'est l'accord avec le Rwanda. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés du 7 au 8 à Addis Abeba pour la première réunion dans le cadre du comité conjoint. Mais Doha n'a pas de contraintes. Parce que si par exemple le M23, comme on a déjà compris, le M23 est refusé, si finalement il dit je ne pars pas, que fera Doha? Mais Doha, c'est pas la résultante de Washington. Parce que Washington a mis les bases de Doha. Mais parce que le jeu n'est pas clair, le jeu est obscur, nous avons analysé ici. Le jeu est obscur. Et Doha est apparu de façon brutale et non entendue par les Congolais. Et c'était comme ça un matin, on se retrouve, le président de la République avec son agresseur à Doha, face à face et échanger. Un homme qui est le plus informé de la République. Et les discussions de Doha ont commencé.
Et c'est comme ça qu'à l'occasion, ils ont parlé de cessez-le-feu, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est à Doha. Donc le dessous des cartes, le Doha, c'est les affaires. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais je veux dire les affaires. Un business. Un business. Mais alors, je continue parce que je dois être sur le plan politique. Il faut des considérations à prendre en compte. Ceux qui prennent les armes sortent de la Constitution. Parce que notre Constitution a interdit l'obtention du pouvoir par la prise des armes. Quand vous prenez les armes, vous tombez dans une infraction qu'on appelle haute trahison contre la nation. Et je m'insurge ici contre le concept que les gens emploient abusivement lorsqu'on parle de l'opposition armée. La Constitution ne consacre pas ce concept. Il n'y a pas d'opposition armée. Il n'y a que d'opposition, en tout cas politique, opposition démocratique, opposition constitutionnelle. Il n'y a pas une opposition armée. Dans la Constitution, ce concept n'existait pas. Donc, quand vous prenez le pouvoir, enfin, vous prenez les armes pour avoir le pouvoir, vous sortez de la Constitution, vous êtes en violation de la Constitution. Le cadre d'échange, cette fois-là, c'est, de mon point de vue, la justice, prioritairement. Pourquoi? Parce que vous avez bien posé la question ici, même si les acteurs politiques échangent ici, c'est pour autant qu'ils vont réparer maintenant les plaies de ces familles qui ont perdu leurs membres. Il y a de ces gens qui, nés à 5, 10, mais il est resté seul. On a tué et ses frères et ses sœurs, et son père et sa mère. Il est resté seul. Vous allez au dialogue, vous les acteurs politiques, vous entendez pour partager le pouvoir. Et moi qui ai perdu tous les membres de ma famille, mon sort c'est lequel? Donc je me sentirai soulagé du fait que vous vous êtes entendus. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo devra maintenant, je ne sais pas si le travail est bien fait, d'actionner la machine de la justice. Comme on le fait avec Kabila aujourd'hui. Au niveau national comme au niveau international. Mais le constat au niveau national, c'est que au-delà de son populisme, au-delà du caractère d'enfant que j'ai eu à constater auprès de Moutamba, mais il avait des bonnes initiatives qu'on n'a pas su l'accompagner. Aujourd'hui, il est où? C'est lui qui a porté le dossier de Kabila jusque malheureusement. Deuxièmement, du côté de la Cour pénale internationale. Je ne sais pas, parce que nous avons suivi, vous avez parlé des cas ici, des crimes qu'on a commis à l'espace des mois, 300 quelques. Oui, c'est un rapport de l'ONU. Les droits humains interviennent, dénoncent, ça s'arrête là. Oui. Est-ce qu'on sait actionner la machine pour que la Cour pénale internationale, que nous avions vu à un certain moment s'exercer plus sur les acteurs congolais, parce que c'est nous qui avions commencé, d'ailleurs même l'inauguration, je ne sais pas. Parce que dans le fond, c'est ça la solution, M. Pascal. Pardon? Le droit à réparer, tout. Est-ce que ça va rétablir la paix? Parce que vous avez d'une part parlé d'une agression. À l'interne, ça va rétablir la paix. Parce que déjà une leçon qui sera administrée pour Pascal, et je comprendrai que prochainement, je ne peux pas oser prendre les armes, parce que la conséquence, je me retrouverai à la Cour pénale internationale. Vous avez en même temps posé une question ici. On peut vous attendre ici. C'est pour autant que le Rwanda se retire. Nous ne pouvons pas oublier que le Rwanda a deux objectifs au Congo. La conquête des espaces et l'exploitation des minerais. Aujourd'hui, c'est parce que tout le monde a fini par comprendre que le Rwanda est sur le sol congolais, agresse le Congo, pour voiler ses vraies intentions. Et aujourd'hui, on n'exhibe pas, n'est-ce pas, cet effort de conquérir les espaces. Vous avez suivi un moment, il y a eu un débat avec les Belges sur la carte du Rwanda. Et le Rwanda a argumenté que c'est la conférence de Berlin qui a mal reparti, donc nos terres allaient jusqu'au Congo. Voyez-vous? Et ce débat, ils l'ont engagé. Et maintenant, ils ne savent pas l'engager parce qu'ils ont compris que tout le monde les incombe la faute. Il faut maintenant camoufler cela et présenter l'autre volet des FDLR. Mais ça, ce n'est pas une raison. Le Rwanda sait que les FDLR ne constituent pas un danger. La preuve, c'est qu'aucune incursion des FDLR sur le sol rwandais. Est-ce que c'est autant que vous allez mesurer maintenant, par exemple, la présence des Rwandais sur le sol congolais avec des crimes, des crimes que nous connaissons, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, au massacre, on viole les Congolais, par rapport
solution. à l'attente, Oui. n'est-ce pas? Et à la crainte d'une quelconque incursion d'FDLR sur le sol rwandais. La solution. Excusez, Oui. c'est très important pour pouvoir comprendre. Est-ce qu'on peut mesurer, à partir du moment où on n'a jamais connu ça, les FDLR ne sont jamais allés au Rwanda. Mais le Rwanda, par contre, sur prétexte d'FDLR, est au Congo, tu fais tout. Mais on ne condamne pas le Rwanda. Mais on pense que la priorité, c'est de faire maintenant les FDLR qui ne sont jamais partis au Rwanda. Mais c'est là que nous devons bien activer notre machine diplomatique. Et c'est comme ça que je dis, au lieu de faire accompagner la dame, là, Wagner, par une personne, sinon une personnalité capable à pouvoir l'appuyer avec des idées, Claire. en tout cas claires, et Merci. voilà, on l'accompagne avec une autre femme qui visiblement au niveau de la jeunesse, si à la jeunesse, on n'a pas été à mesure de bien faire le travail, c'est au niveau des échanges et à haut niveau qu'elle peut nous Merci beaucoup, produire quelque M. chose. Pascal Impossible. ONG, d'avoir été de nôtre. On n'a pas vraiment abordé la question sur Joseph Kabila qui a fait débat le week-end dernier sur particulièrement son identité. Les avocats de la partie civile. Mais pas seulement ça, mais il faut également dire qu'il s'est retrouvé, je crois, hier ou avant-hier à Brazzaville. À Brazzaville. Alors, vous devez... là, c'est très sérieux aussi. Là, la guerre commence. Lui se retrouve à Brazzaville. Mais ici, nous sommes distraits. Nous sommes distraits ici avec l'Union sacrée. Mais on ne se pose pas la question comment et pourquoi il se retrouve ici à 2 mètres à Brazzaville avec Sassou. Quel genre d'échange à ce stade, au moment où les armes commencent à déranger de la partie Est. Merci bien, M. Pascal ONG. Merci bien, M. Henri Chimbalanga. C'est vrai qu'on n'a pas fini. Hein. Je sens que... Il y a encore de la matière. Il y a encore de la matière. Franchement. Mais Sassou Nguesso, c'est un vieux sage. Hein. Je ne Vraiment. pense pas qu'il peut prendre le schéma d'ouvrir une brèche de guerre. Mais on ne sait jamais avec la France. Je hein. pense, Ça, oui, c'est- mais je- c'est- Mais pense- vieux sage qui a pris le pouvoir par les voie- armes, mais Ah. il a conseillé Cette quand voie même, n'était pas il a sage aussi. conseillé quand même à la République démocratique du Congo de ne pas tomber dans ça. Je ne pense pas que par rapport à l'âge de Sassou Nguesso, il va permettre encore qu'on retombe. Nous souhaitons qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait la paix entre les frères, les 2 frères, D'accord. et voilà. Merci bien. Que la paix revienne au Congo, c'est le souhait de tous, surtout pour les Congolais. Merci beaucoup d'avoir été de nôtres. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez. Nous sommes certainement heureux que vous avez aimé ce débat de haute qualité. Hein. On n'a pas eu des politiciens, hein, au sens péjoratif du terme. Merci, portez-vous bien. Au revoir.